Bonjour, bonjour, on est en direct. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire. Alors, vous êtes beaucoup à vous être inscrits. On vous en remercie. À une semaine du FIC, on sait comment vos agendas sont bien remplis, si je puis dire. Le temps que tout le monde arrive, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Sébastien Geste, je suis le fondateur du cabinet de conseil NDNM et j'ai le plaisir de modérer ce webinaire intitulé Sans une solution NDR, êtes-vous suffisamment protégé? Si c'est la première fois que vous venez sur l'un des webinaires d'NDNM, sachez que nos webinaires sont des espaces de partage où le but est de partager l'expertise et les retours d'expérience de différents intervenants. Et sachez également que cet événement est le vôtre, puisque, et je vois que ça commence déjà, et c'est très bien si vous avez déjà commencé, donc bonjour Emilien et bonjour Frédéric. Nous avons un chat, et le but de cet événement, c'est que vous ayez la capacité tout au long de l'événement de poser des questions. Bonjour Grégoire. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. On va du coup commencer par présenter les intervenants. Bonjour Thierry. Hop, je me suis donc présenté. Alexandra, je te laisse, du coup, on va commencer de gauche à droite. Alexandra, je te laisse te présenter. Et en quelques mots, qu'est-ce que Custocy, s'il te plaît? Bonjour à tous, donc Alexandra Crève, je suis Chief Product Officer chez Custocy. Et Custocy, c'est un éditeur toulousain de solutions de NDR. Donc le sujet d'aujourd'hui, on va l'aborder un petit peu plus par la suite. Bah top, Cédric. Oui, Cédric Lefebvre, moi je suis responsable de la stratégie cybersécurité IA chez Custocy. Globalement, c'est moi qui dis ce qu'on a envie de détecter et comment on va le détecter. Eh bah parfait. Charles, à toi, côté Formind, du coup? Ouais, bonjour à tous. Donc Charles Melin, je suis associé au sein du cabinet Formind. Et Formind, en quelques mots, c'est 10 ans d'existence. On est pure player cyber. On est plus de 300 collaborateurs et on intervient aujourd'hui sur toute typologie de sujets de cybersécurité. Et plus spécifiquement sur nos sujets ce SOC-CERT, voilà, sujet qui va nous animer aujourd'hui autour du NDR et notre capacité à manager une très belle solution. Geoffrey, pour finir. Bonjour à tous, moi je suis Geoffrey Montel, je suis le responsable du SOC de Formind. Ça fait 13 ans que je fais de la sécurité opérationnelle et on avait créé avec Charles et d'autres les services chez Formind dès 2018, donc ça fait maintenant presque 7 ans, des opérations de sécurité. Donc je suis là aussi pour apporter une vision plus retour d'expérience des opérations de SOC. Bah top, merci. Alors, au niveau du sommaire, vous l'avez compris. Alors, pour un petit peu expliquer qui sont les participants aujourd'hui, il y a une très très grosse partie des participants qui sont des RSSI. Et lorsqu'on vous a appelé, et encore une fois, merci de nous donner ce temps ce matin, le retour a été, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir concrètement, voilà, une solution NDR, comment elle permet de compléter aujourd'hui ce que j'ai déjà en place. Donc, ça va être le premier sujet, comme une solution NDR complète votre stratégie de détection. Il y a eu beaucoup de retours sur OK, mais c'est quoi le ROI? Parce que j'ai déjà investi dans de l'EDR, j'ai peut-être déjà investi dans de l'XDR et autres. OK, est-ce que c'est une solution de plus ou est-ce que vraiment, voilà, est-ce qu'on peut mesurer un ROI réellement et quels sont les bénéfices? Autre point également, alors on a beaucoup discuté notamment avec des RSSI qui étaient dans des environnements de santé, qui nous disaient bah ouais, mais moi aujourd'hui, hormis de la solution américaine, je vois pas grand-chose. Comment je fais pour mettre un NDR avec des équipements justement qui par définition sont pensés pour rester 20, 25, 30 ans, des scanners et autres, et qui sont peut-être pour certains obsolètes. Bah justement, là, on va avoir, alors pas spécifiquement sur la santé, mais d'un point de vue global, un retour d'expérience, notamment sur les étapes d'intégration et points de vigilance si vous avez un projet justement NDR. Et à la fin, bien que vous avez encore une fois la possibilité tout au long de ce webinaire de poser des questions, on prendra un petit temps de questions-réponses. Un petit message également, parce que nos webinaires sont beaucoup regardés également en replay, parce que le plus souvent, ils sont montrés derrière aux équipes ou au CODIR. À la fin, si vous voyez ce webinaire uniquement en replay, sachez qu'à la toute fin du webinaire, vous aurez les contacts pour pouvoir contacter à la fois Custocy ou Formind. Donc voilà, si c'est ce que vous cherchez, vous pourrez aller à la fin du webinaire pour y accéder. Je du coup vous laisse la main. Je crois que c'est toi, Alexandra, qui commence. Je me mets moi du coup en retrait. C'est Céd. Ah, c'est Cédric. Et ben voilà, je vous laisse démarrer. Merci beaucoup.
Donc, je vais introduire la partie sur comment une solution NDR complète votre stratégie de détection. En général, le point qu'on a, c'est que vous êtes déjà très bien équipé. La plupart des clients qu'on a, ils sont déjà des firewalls, souvent des firewalls next-gen avec des systèmes de détection, voire de prévention d'intrusion intégrés. Il y a des EDR, parfois ils sont des XDR, voire des SIEM, et ils se disent mais pourquoi je rajouterai un NDR? C'est juste un équipement de plus, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Alors que j'ai déjà toute une panoplie de choses qui détectent très bien. Ce qu'on se rend compte dans la réalité, c'est que le NDR a vraiment un impact d'un point de vue détection. Pourquoi? Parce que le firewall, ça va être surtout une protection périmétrique. Et tout ce qui est des détections internes, c'est plutôt porté par l'EDR. Sauf que l'attaquant, de plus en plus, il apprend à travailler avec des EDR. Et on a des cas d'attaques récentes qui sont sur les années 2023, 2024, 2025 contre des boîtes qui sont suffisamment équipées, qui avaient des EDR en place, par exemple, qui se sont fait attaquer et où l'EDR a été totalement inefficace. Pourquoi totalement inefficace? Parce que potentiellement, c'est des attaquants notamment étatiques. Si on prend le cas de la PT-41, c'est pas officiellement l'État chinois, mais officieusement, c'est l'État chinois, qui a mené une grosse campagne, notamment sur les années 2023-2024, qui s'appelait Dust, parce que ça faisait 3-4 années qu'on ne les avait pas vus, et Dust, ils reviennent de la poussière. Et ils ont mené donc une grosse attaque qui permettait de faire de l'exfiltration de données, qui a marché sur sur pas mal de boîtes bien équipées, et notamment d'EDR. Pourtant, il y a des étapes de l'attaque qui auraient pu être détectées, notamment par des NDR, parce qu'ils ont utilisé des techniques d'exfiltration assez classiques en exfiltrant vers des clouds ou vers OneDrive. Et il y a aussi eu un canal de command and control qui a été mis en place tout le long de l'attaque via HTTPS. C'est des choses qui se détectent notamment par le NDR. Donc, le NDR a vraiment un impact dans la détection et il n'est pas juste là pour rajouter une brique en plus. Pour corroborer ce que tu dis, Cédric, en effet, le NDR va venir quelque part compléter, vous aider quelque part à mitiger un certain nombre de vos risques. Et oui, vous avez peut-être empilé un certain nombre de technologies. Pour autant, je pense que les 3 risques qui vous sont présentés ici, que ça soit de la menace interne, tout ce qui est lié forcément à l'exfiltration de données, et il y a de plus en plus de cas sur la toile aujourd'hui qui sont mentionnés, et puis tout l'aspect Shadow IT, vous êtes confronté encore tous les jours à ces typologies de menaces. Et malgré cet empilement, le NDR va vous permettre d'encore mieux mitiger ces 3 risques-là. Sujet de menace interne, il est hyper classique. Désolé, je vais reprendre un terme assez standard, mais voilà, c'est le stagiaire, la stagiaire, c'est même pas cette notion quelque part de comportement malveillant, ça peut même être une erreur. Et le NDR va permettre, par son analyse à la fois des processus et des différents protocoles et des comportements, et c'est là où toute la couche quelque part d'intelligence artificielle vient complètement traiter ce cas-là, c'est des comportements déviants qui vont pouvoir être traités et donc pouvoir gérer ce risque-là de menace interne. La notion... Charles, Oui. je te coupe juste, j'ai une petite question de Frédéric qui nous pose la question, est-ce que le NDR fonctionne ou a les mêmes bases de filtrage avec des remontées d'alerte à filtrer en forensique? Bonne question. Alexandra, Cédric, savez-vous m'aider sur cette question hyper technologique? Je la repose. Est-ce que le NDR fonctionne ou a les mêmes bases de filtrage avec des remontées d'alerte à filtrer en forensique? Je suis pas sûr de comprendre la question. Alors, Frédéric nous dit ou en dichotomie. Frédéric, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de... Donc, déjà, quelles sont les bases de filtrage? Déjà, simplement, si on prend le début, quelles sont les bases de filtrage aujourd'hui sur le NDR? Sur quoi ça se base?
Alors, donc pour la détection, ça va se baser. Enfin, il y a plusieurs cas. Il y a la détection assez classique par signature, type IPS qui existe. Et il y a donc, enfin, c'est des choses assez classiques qui fonctionnent sur des attaques plutôt connues. Et il y a toute la partie qui va permettre plutôt de détecter tout enfin, ce dont Charles parlait, donc qui est plutôt comportement déviant ou attaque plutôt nouvelle, assez innovante, qui va être détectée par l'intelligence artificielle. Et ce sur quoi on va se baser pour détecter, c'est vraiment le flux réseau. Donc que ça soit le flux réseau entrant-sortant, interne, c'est ça qui va permettre de détecter. Donc il y a soit de la détection de pattern, soit de la détection d'anomalies dans les flux. Et derrière, ce que ça va faire, on va lever une alerte. Attention, ce comportement semble anormal. Donc ça peut servir soit depuis de log pour des équipements au-dessus, ou ça peut être utilisé seul dans le NDR, en sachant que la particularité chez nous, Custocy, c'est qu'on a des règles internes qui permettent de regrouper tout ce qui veut dire la même chose. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire de la recherche dans les alertes pour chercher soi-même des règles de détection. Ces règles de détection, elles existent déjà. Il y a une catégorisation, quoi. Catégorisation du type de. C'est ça, c'est catégorisé. Et s'il y a plusieurs choses qui pointent un peu vers la même chose, même de catégories différentes, on va les rassembler. Après, comment ça peut marcher? Ça peut marcher en forensics. Oui, a posteriori, on peut regarder ce qui s'est passé d'un point de vue NDR, ça peut aider. L'idéal, c'est qu'on n'ait pas besoin de faire ça, c'est que le NDR ait bloqué la menace et qu'il n'y ait pas, d'analyse future à faire, quoi. Je pense que la question de Je peux juste Frédéric rajouter un petit point. Je peux Vas-y. juste rajouter un petit point sur le point de Cédric. Concrètement, en forensique, ce qui peut être aussi intéressant, c'est l'accès à la télémétrie des données. C'est-à-dire que la partie détection dont parle Cédric est une partie très réactive. Sur la forensique, on est plutôt sur du post-incident de sécurité. Et là, en fait, on va souvent utiliser les sondes de manière différente. On va plutôt aller ouvrir le capot et aller regarder les événements atomiques sur ces sujets-là. Et donc, on va regarder des recherches de hits, d'indicateurs de compromission ou d'éléments comme ça. C'est vraiment des utilisations qui sont complémentaires, puisque nous, par exemple, dans un très grand acteur du transport en France, on avait fait des missions d'inforensique avec du NDR. Concrètement, il y avait les deux approches qui étaient utilisées. Sur la partie détection, une approche surveillance de circonstances, et sur une approche de réaction, on avait pris tous les IOC, les indicateurs de compromission qu'on avait récoltés dans des missions de forensique pour les appliquer sur la partie NDR. Et donc, en fait, typiquement, les télémétries Custocy permettent de faire ça. Donc, voilà, différents, peut-être complémentaires dans les utilisations. En tout cas, la réponse est non. Et Frédéric nous met, c'est ça, merci Geoffrey. JM nous dit, quelle est la différence avec des NIDS et NIPS? Alors pour moi, c'est il y a le terme NDR a vraiment été remarketé. NIDS, NIPS, c'est un peu ce qui existait avant. Et globalement, le NDR a été remarketé NDR quand il y a eu l'apport de l'IA dans la détection. Pour moi, c'est ça la grosse différence. Ouais, en termes de fonctionnement, sinon, c'est des nouvelles technologies de détection globale. C'est comme la différence entre un EDR et un antivirus. Pourquoi on avait passé sur le terme EDR plutôt que continuer à parler d'antivirus? Au final, le fonctionnement est quasiment le même. On installe un agent sur un poste. C'est vraiment des nouvelles technologies de détection. JM dit, est-ce que NDR égale NIDS plus IA? Point d'interrogation. Bon, oui, en fait, c'est comme ça qu'effectivement qu'on le présente. On a dans la suite justement un petit zoom là-dessus. Okay. Plutôt NIPS parce qu'il y a un côté réponse. Mais oui, c'est ça. Bon, après, n'oublions pas quand même que tous ces termes sortent aussi de Gartner. Parce qu'il faut des termes tous les ans. Donc voilà. Mais voilà. Non, top. On continue du coup. Merci pour ces réponses. Attendez, Mehdi pose une question. Merci pour la presse. Pour la partie télémétrie, est-ce qu'il y a une capacité de rétention d'événements long terme? C'est quoi comme données? Est-ce que c'est du log classique et troisième question, est-ce que c'est du cold storage? Donc, pour la partie télémétrie, est-ce qu'il y a une capacité de rétention d'événements à long terme?
Pour tout ce qui est détection, donc, si on a levé un événement, donc quelque chose qui nous semble anormal, même si on ne l'a pas agrégé, etc., genre, tiens, il y a telle IP malveillante qui a parlé, mais c'est agrégé à rien, et donc, pouvoir faire des recherches sur ça. Ces événements, on les garde 6 mois. Par défaut, on pourrait les garder plus. Et pour la partie stockage, on va expliquer comment on stocke tout ça, mais côté Cust aussi, on a un stockage dans le cloud de toutes ces informations. Ok. Et sur la partie données log classique, la question, je présume, c'est est-ce qu'aujourd'hui, du coup, il y a une corrélation, enfin, comment c'est réutilisé? Est-ce que c'est vraiment du log brut? Est-ce que c'est remis dans un autre format? Je présume que c'est la question. C'est notre format d'événement à nous qui. Enfin, c'est un format d'événement qu'on peut envoyer en syslog via des solutions s'il y a besoin. Ok, bon bah, je vous laisse continuer du coup. On referme le chat quelques secondes pour avancer. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. Et donc pour terminer, le dernier point, la partie Shadow IT, je pense que vous êtes tous confrontés à cette notion d'asset, maîtrise de votre parc. Forcément, le NDR va permettre eh bien de voir au-delà et de découvrir forcément des équipements, des assets que vous aviez peut-être pas sous supervision jusqu'alors parce que pas connus. Et donc, ça va permettre déjà d'élever votre niveau de connaissance de votre parc et puis bien sûr de limiter aussi le risque lié à la non-maîtrise d'un certain nombre d'équipements non connus sur le système d'information. Et du coup, pour faire écho à la question de JM, typiquement, oui, on a représenté, alors c'est pas forcément du Gartner, mais en tout cas, on a essayé de vous donner quelques éléments en se disant, on est vraiment passé d'une ère avec de l'outillage à une cybersécurité qui était passive. Alors, vous avez RSSI, nous avons, que ça soit éditeur ou cabinet de conseil, avec les technos qu'on avait, mis en place un certain nombre d'équipements de sécurité. Tous ceux qui sont là en bas à gauche, on parlait d'IDS, d'IPS, de NIDS, NIPS, de firewall, d'anti-spam, bref, toute la batterie quelque part d'anciennes technologies qui font encore leurs preuves, mais qui aujourd'hui quelque part sont obsolètes parce que il y a un besoin de temps de réponse et de temps de détection hyper rapide. Et cette rapidité, parce que moi je vais compléter un peu la notion d'IA, oui, mais aussi notion de réponse automatisée. C'est ça qui est important dans ces nouvelles technologies, et le NDR en fait complètement partie, de se dire qu'on arrive à répondre de manière encore plus rapide qu'il y a quelques années, parce qu'on est au cœur du système d'information, parce qu'on peut, on peut opérer directement sur des différentes technologies. Et puis, dernier point important, je pense qu'aujourd'hui, quasiment sur le marché, l'ensemble, alors que ce soit nos clients ou l'ensemble des entreprises françaises, parce qu'on n'a parlé que de celles-là, sont équipées majoritairement d'outils type EDR, et qu'on est aujourd'hui, on le voit, nous, on est en plein dans cette mouvance NDR, et de plus en plus d'entreprises s'équipent autour de cette technologie-là. Pour moi, c'est l'avènement en fait du NDR maintenant. Le NDR, c'est derrière nous, et on est sur un marché aujourd'hui typiquement sur cette partie NDR. On le voit, on a de plus en plus d'appels d'offres, en tout cas de notre côté, à avoir des réponses donc avec Custosi sur ces sujets de NDR. Et puis, on l'a vu précédemment, ça complète la brique EDR, et puis ça permet d'avoir cet arsenal complet au sein de cette notion de plateforme, parce qu'on est de plus en plus sur cette notion de plateforme, que ce soit sur l'endpoint, que ce soit sur le réseau. Et on voit que petit à petit, cette notion de SIEM, qui a encore 10 ans été prédominante, commence petit à petit à disparaître avec cette notion de plateforme XDR, où on va agréger du NDR, de l'EDR, et puis on va orchestrer quelque part toute cette partie automatisation et réponse. Donc on est vraiment dans cette synergie et dans cet avènement du NDR. C'est maintenant que ça joue, et on le voit de plus en plus, en tout cas chez nous. Ouais, pour compléter donc ce que Charles disait, notamment sur la complémentarité EDR-NDR, là c'est une projection donc sur la mitre de ce qui est capable de détecter un NDR. Globalement, c'est tout ce qui se passe par le réseau. Un NDR est capable de voir une anomalie sur ce qui se passe sur le réseau. Les aspects sur lesquels le NDR est très fort, c'est tout ce qui est reconnaissance
Donc, notamment un attaquant qui va essayer de détecter les systèmes. C'est sympa de le détecter, sauf que il y a tellement de bots sur Internet qui font de la reconnaissance que bon, c'est pas non plus quelque chose d'indispensable à détecter, mais bon, c'est toujours sympa. Par contre, là où ça va être important, c'est plutôt sur les parties qui arrivent vers la droite. Donc, les accès initiaux, il y en a certains qui se détectent par le réseau. Donc, ça, même si la majorité, c'est plutôt l'EDR qui va être fort pour détecter ça, hein. Il y a des accès initiaux qui se font sur le réseau. Donc, c'est sympa de pouvoir bloquer la menace au plus tôt. Par contre, une fois que l'attaquant a réussi à passer, il arrive toujours à passer d'une façon ou d'une autre. Souvent, c'est un attaquant qui est déjà à l'intérieur, donc l'accès initial, il n'est pas détectable. Le NDR va être vraiment important, notamment parce qu'il va permettre de détecter toutes les actions que va faire un attaquant une fois qu'il est à l'intérieur du réseau. Donc, que ce soit des actions de découverte de ce qui se passe sur le réseau, donc découverte des services, découverte des autres assets présents sur le réseau, mais surtout toute la partie qui va lui permettre de bouger ailleurs. Souvent, le premier point qu'un attaquant atteint, c'est pas ce qui va l'intéresser. Lui, il va plutôt vouloir aller chercher les serveurs, ce genre de choses, et donc il va tenter des mouvements latéraux. Il va avoir besoin d'un accès externe, et souvent il y a des canaux de command and control qui sont ouverts. Et il y a pas mal d'impacts aussi qui sont détectés, notamment que ça soit collecte, exfiltration de données ou des impacts type déni de service en interne qui sont détectés directement par le NDR et qui complètent totalement l'EDR. Et je vais laisser parler Formine sur cette partie. Oui, exactement. Pour compléter, Cédric, ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous, on audite de SOC, côté plus conseil chez Formine, on procède toujours sur des analyses de couches sur Attack Navigator. Évidemment, ce que vous voyez ici, on peut se dire que c'est lacunaire, mais en fait, il faut voir la convergence de vos outils, de la partie, par exemple, anti-spam, EDR, NDR. Et donc, il faut empiler ces différentes couches pour avoir la couverture conjointe qui matche vraiment les principales menaces qu'on peut voir. Alors, l'avantage, c'est que la Mitre aussi montre les techniques qui sont les plus utilisées en termes d'attaque. Et donc, l'idée derrière, c'est de voir aussi que dans une projection NDR, même NDR seul, on voit qu'on voit toute la kill chain, une vision de bout en bout, comme disait Cédric, de la partie reconnaissance à command and control. On peut avoir des détections qui peuvent se faire directement avec le data in motion du NDR. Donc, ça suffira dans des systèmes qui peuvent être centralisés, mais évidemment, si vous avez déjà un projet EDR qui est déjà bien en place, ce qu'on peut peut-être vous conseiller pour essayer de challenger la vision qui est ici, c'est de prendre aussi votre vision Attack Navigator de votre EDR et de vous rendre compte qu'en fait, elles sont très complémentaires avec celle-là. Comme ça vous fait une couverture entière de tout type de technique d'attaque, en tout cas dans une vision Mitre. Parfait, merci Geoffrey. Donc, ce que l'on a vu, le NDR, c'est un système de détection et de réponse qui va vous permettre de mitiger les risques qu'on a présentés précédemment. Et donc ça, il est capable de faire ça pour deux caractéristiques, dont la première que vous voyez à l'écran, c'est son emplacement. Donc le NDR, c'est pas une solution périmétrique. Le NDR va se positionner véritablement au cœur de votre réseau de D. C'est qu'avec le NDR, vous allez mettre le réseau sur écoute. Et sur écoute, donc il va écouter toutes les communications de tous les assets, tous les devices qui vont être sur votre réseau. Donc si vous avez effectivement un appareil qui est compromis, si vous avez un risque de shadow IT, que ce soit par l'usage d'applicatifs non gérés comme Dropbox ou des devices que les employés parviennent à mettre sur le réseau, que ce soit des équipements IoT qui sont pas compatibles avec un EDR. En fait, tous ces angles morts finalement que l'on peut voir, ce sont ces angles morts qui font que vous avez ces risques aujourd'hui non adressés qui vont être couverts par le NDR parce qu'il va écouter chacun de ces assets communiqués. Il va être capable d'identifier en temps réel les anomalies autour sur le réseau, sur la communication réseau. Donc, ils vont révéler des comportements à risque ou effectivement des attaques qui vont avoir lieu. Donc, on le voit vraiment au cœur du réseau. Et donc, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il écoute le nord-sud, toutes les communications nord-sud, mais surtout l'est-ouest, qui permet justement d'être vraiment efficace
sur la protection interne, notamment identifier les mouvements latéraux et ce type de menace. C'est la première caractéristique du MDR. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter également, Charles ou Geoffrey, sur cette partie-là. Il y a peut-être un point qui me semble important, Alexandra, c'est le gros plus du NDR. On en parlait par rapport à la partie DPS, donc des sondes qui font simplement des signatures. C'est vraiment cette notion d'apprentissage et de déviation comportementale. En fait, depuis longtemps, les pare-feux de nouvelle génération permettent de voir les attaques un peu classiques, standards. Donc finalement, la brique qui est au centre de cette diapositive, on pourrait dire que ça pourrait suffire. Mais la notion de mouvement latéral qu'on voit là, elle peut être intéressante aussi, parce qu'elle vient s'inscrire dans votre environnement. Par exemple, vous avez des mouvements latéraux tous les jours sur typiquement des solutions de supervision de ressources qui viennent faire des pings, des SSH pour vérifier que tout marche bien. En fait, ça, c'est autant de bruit qu'il va falloir filtrer en amont. Et en fait, le fait d'avoir un NDR qui fait de l'apprentissage, ça va vous enlever tout ce bruit qu'il faut venir manager sur les pare-feux. Je pense qu'il y a de nombreuses personnes peut-être autour de la pièce qui ont déjà utilisé les IDS des pare-feux et qui se sont retrouvés noyés sous les alertes. C'est typiquement ce qu'on ne retrouve pas par la notion d'apprentissage avec du NDR Custody. Donc en gros, l'enjeu, c'est déjà, est-ce que l'intelligence artificielle dans le NDR que vous allez choisir va être efficace? Comment elle s'inscrit dans votre système? Comment elle apprend votre système? Et est-ce que vous êtes capable aussi de l'auditer? Puisque il y a quand même un sujet, il y a aussi des NDR du marché, qu'on ne nommera pas, mais qui font des détections basées sur des apprentissages. Mais en fait, ça reste simplement des déviations statistiques qui ne s'inspirent pas vraiment de tout ce qui a pu se passer auparavant. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir un peu le capot ouvert sur pourquoi la sonde considère que ce mouvement latéral-là est problématique et évidemment, quelle réponse elle peut apporter là-dedans. Donc moi, c'est un petit peu ça que je voudrais rajouter, Alexandra. Je pense que le différentiel Custody, c'est cette IA qui s'explique. On va dire, on est un peu loin de la partie boîte noire qu'on peut parfois voir dans des NDR qui émettent des alertes. Et donc, ça va vous permettre, vous, un petit peu dans la continuité de cette cartographie du système d'information, d'apprendre, de voir comment l'intelligence artificielle a appris votre SI pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a considéré que ce mouvement latéral, ce comportement était problématique. Merci Geoffrey. Donc c'est une bonne transition en fait sur le slide d'après, puisqu'effectivement, pourquoi le NDR couvre les risques? Donc on a vu, c'est par son emplacement stratégique au cœur du SI et c'est par la technologie qu'il embarque. Donc là, ça fait une synthèse un petit peu de ce que tu disais et des questions précédentes. Le NDR, donc NDR, c'est une terminologie du Gartner qu'il a sorti en 2020 pour montrer qu'il y avait besoin, qu'il allait avoir une rupture dans les systèmes de détection. Et effectivement, le NDR, donc là, on a conceptualisé le NDR que ceci. Ça peut être effectivement une brique, le NDR avec de l'IDS, de la CTI, une détection classique traditionnelle sur de la signature, sur de l'IOC, pour identifier rapidement les menaces connues. Mais ce qui fait vraiment la différence et ce qui est indispensable, et c'est ce que Geoffrey expliquait très bien, merci beaucoup, c'est qu'on a forcément une brique d'intelligence artificielle, d'analyse comportementale pour rapidement identifier, sortir l'aiguille dans la botte de foin et identifier tous les signaux faibles pour le cas d'attaque de type APT par exemple, ou tout le monde finalement des menaces inconnues, puisqu'en fait c'est un peu la course avec les attaquants qui sont eux-mêmes très bien outillés et en IA, qui font preuve d'une créativité sans fin. Et donc, on a besoin effectivement d'augmenter quelque part le SOC et les analyses du SOC avec un outil d'analyse de ce type-là. Donc voilà pour la synthèse un petit peu finalement des premières questions qu'on a eues rapidement et de ce que nous expliquait Geoffrey juste avant. Pour la suite, on s'est plié à un petit exercice effectivement de voir, mais en couvrant tous ces risques, en vous équipant d'une solution NDR, quel était vraiment le ROI, les bénéfices que vous alliez avoir grâce à la solution. Donc déjà, dans un premier temps, en termes de ROI, on a essayé de décortiquer certains rapports pour sortir
des chiffres, parce que ça peut être ce qui parle le mieux à votre équipe de direction. Si je m'équipe pas et que je tombe un petit peu si j'ai un incident de sécurité à cause de ces risques que j'ai pas couverts, combien ça peut me coûter. Alors c'est bien évidemment un exercice qui n'est pas évident, il faut être exhaustif, il faut avoir tous les cas, des échantillons très larges d'entreprises. Et c'est pas simple parce qu'on a des coûts directs, des coûts indirects, donc c'est très facile d'avoir les coûts d'investigation, les frais juridiques, les amendes et puis les pertes de commandes immédiates. Après, pouvoir mesurer le coût de l'atteinte à la réputation et de tous les efforts marketing et com qu'on doit faire pour regagner tout ça, c'est pas forcément simple. Néanmoins, on a quand même trouvé certains rapports. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le rapport d'IBM sur le Data Breach Report qui sort à peu près tous les ans. Et on a également un rapport tout frais sur le coût de la menace interne qu'on a qu'on a analysé et tourné un petit peu dans tous les sens. Donc si on prend le risque menace interne, le coût de résolution d'un incident de sécurité pour une ETI, donc une entreprise de moins de 5000 employés dans notre sizing, on va dire, c'est 11 millions d'euros. 11 millions d'euros, alors c'est pas forcément parlant. On a couplé ça avec les données INSEE du CA moyen d'une ETI, justement en France, qui date de 2021. En fait, ça représente 6% du CA. Donc potentiellement, si vous avez un incident de sécurité par un utilisateur malveillant ou bienveillant, hein, tout est inclus, ça peut vous coûter 6% du CA. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est ce que disait Charles tout à l'heure, c'est que la menace interne, c'est assez large. Ça peut être utilisateur compromis, utilisateur malveillant ou utilisateur négligent, si je simplifie. Eh bien, plus de la moitié des incidents, c'est dû à de la négligence. C'est absolument pas une volonté de l'utilisateur de faire quelque chose de mal, même si bien évidemment ça arrive, mais c'est pas la majorité des incidents quand on parle de menace interne. On a souvent un problème entre la chaise et le clavier au final. Ensuite, si on prend l'exfiltration de données, le coût d'une exfiltration de données ou du risque de shadow IT, le coût estimé donc d'après IBM, c'est un petit peu plus de 4,5 millions d'euros pour les deux cas. Donc là, on n'avait pas forcément de granularité pour faire le même exercice de pour l'ETI, qu'est-ce que ça représente. Mais par contre, ce qu'il faut avoir en tête, et je pense qu'on l'a bien en tête parce que ça a été pas mal matraqué, si on parle d'incidents de sécurité sur des données et des données personnelles, donc là, on est en infraction du RGPD et les amendes peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Donc, au final, c'est assez parlant de faire cet exercice. Voilà, moi, mes risques, ils vont être couverts, ils sont liés à certains angles morts que le NDR va bien combler, on a vu sur le schéma, et ça va me permettre d'éviter, cette perte de CA au final. Donc c'est assez parlant pour votre direction quand il faut aller négocier un petit peu de budget. Oui, je vais introduire rapidement la partie. Il y a aussi un coût que vous pouvez gagner sur le NDR peut remplacer certaines choses que vous avez. Dans certains cas, on l'a vu notamment nous dans le milieu hospitalier, la personne avait un budget assez faible, et elle devait choisir entre mettre un NDR ou un EDR. Elle n'a fait pas le budget pour les deux. Et dans son système, elle a jugé ça préférable de mettre en place un NDR, notamment pourquoi? Parce qu'il y a des choses que protège un NDR que ne va pas protéger le EDR. On parle notamment dans le milieu hospitalier, il y a de l'applicatif vieillissant, il y avait encore des choses qui tournaient sous Windows XP par exemple. Vous n'allez pas installer un EDR sur un Windows XP. Il y a des équipements qui ne sont pas visibles, notamment, il y a énormément d'objets connectés qui ne sont pas couverts par l'EDR. Et donc, dans certains cas, le NDR s'intègre mieux pour la détection que l'EDR. Il y a aussi le côté, le NDR peut remplacer potentiellement votre IDS ou IPS qui est sur la partie périmétrique parce que c'est directement intégré dans le NDR. Et on a également une partie, donc tout ce qui est cartographie et identification des assets qui est couvert par le NDR. Et je vais laisser
Formine compléter avec leur vision. Pour la faire simplement sur ce sujet-là, nous, on a fait un accompagnement d'un client dans le secteur du luxe. Et effectivement, on nous a permis de voir un petit peu comment cet empilement de technologies, dont Cédric parlait même déjà dès le début, peut finalement finir par coûter pas mal d'argent. Et donc, effectivement, il y avait un sujet de ROI sur le coût à la fois d'une technologie DPS qui va être déployée à la fois sur les nœuds de réseau, donc c'est-à-dire les pare-feux, et puis des sondes spécifiques qui sont mises quand il n'y a pas de pare-feu, plus le coût des outils de cartographie qui souffrent du problème que Cédric nommait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils de cartographie qui doivent être installés en tant qu'agents sur les postes. Donc le problème, c'est que ça ne prend pas du tout en compte la partie Shadow IT, système non géré. Donc c'est que parcellaire et ça peut être assez cher, surtout parce que ces outils de cartographie peuvent être doublés d'outils supplémentaires pas forcément voulus, comme du RMM ou d'autres éléments, plus le coût de solutions type OT qui peuvent être un peu spécifiques. Et donc la question, c'est quelles sont les relations entre l'IT et l'OT, si l'OT est bien segmenté et a juste une interface de gestion. Peut-être juste placer une sonde à cet endroit-là suffira à vérifier les flux qui viennent de part et d'autre. Et enfin, la vision réduction du risque. Donc, en fait, la somme de tout ça, on se rendait compte qu'il y avait une stratégie NDR, notamment sur les coûts annuels. Donc, OPEX était vraiment intéressante dans ce contexte-là, ne serait-ce que sur les optimisations de dépenses technologiques. Alors, il y a une question, mais comme Alexandra le disait, alors, je vais juste donner la question parce que tout le monde ne l'a peut-être pas vu. La performance du NDR est-elle dépendante de la typologie du réseau, de l'architecture du SI, ou cela n'a-t-il qu'une incidence sur le coût de déploiement? Du coup, on en parlera d'ici quelques slides. Ouais. Je vous laisse reprendre la main. Je ne sais pas du coup. Voilà. Ouais, merci. OK. Merci. Ce que je peux vous proposer sur cette partie-là, c'est d'avoir aussi un ROI un peu plus opérationnel, technologique, non plus sur les briques architecturales, mais sur votre service de supervision de sécurité et de réponse. En fait, ces 3 points, c'est vraiment dans la mouvance, entre guillemets, XDR, comme dirait NDNM, c'est une mouvance, c'est un terme très Gartner, mais tant pis, j'y vais. Mais l'idée derrière cette mouvance, entre guillemets, XDR, c'est qu'on ne cherche plus à occuper les analystes SOC pour faire de l'engineering de SIEM, c'est-à-dire récupérer tous les logs des pare-feux, des logs des proxys, etc., de faire l'analyse syntaxique, l'intégration dans le SIEM, la création de règles. C'est quelque chose qui est très consommateur de temps et qui demande beaucoup d'expertise. Donc, ça veut dire aussi des ressources sur le marché qui peuvent être rares et chères, du coup. Et donc, ça occupe pas mal. Et il y a tout le sujet de comment on se fait pour fédérer cette connaissance dans le temps et la faire vivre. Donc, l'ingénierie SOC, c'est quelque chose qui, de fait, est coûteuse. Et donc, on a mis une estimation, on va dire que c'est un minimum, selon nous, côté Formind. Mais il faut compter en termes d'équivalent temps plein. Si actuellement, vous avez des services de SOC du style être managé ou non, dans vos systèmes, ou peut-être qu'avec de retours d'expérience, vous avez déjà des personnes qui ont déjà des analystes SOC au sein de leur SSI. Il faut regarder en termes de gains d'ETP. Donc, on a mis, c'est un minimum de 0,3, c'est indicatif, c'est surtout pour des petites structures, 0,3, et ça peut monter rapidement à plusieurs ETP de maintenance sur ces parties SIEM. Et il y a une partie, forcément, que je n'ai pas forcément nommée, c'est qu'auparavant, la partie stratégie SIEM, ça voulait aussi indiquer le fait qu'on vienne agréger dans une énorme base de données avec un coût sur la volumétrie de nombreuses données crawlées. Et ça a un coût, le coût du SIEM, qui, d'une part, est peu performant, c'est cher, ça manque probablement de machine learning, et même si les SIEM se sont beaucoup améliorés ces dernières années, c'est toujours moins efficace qu'une approche qui est, on va dire, est spécialisée, spécifique, comme peut l'être l'EDR sur le point de terminaison ou bien le NDR sur le réseau. L'autre partie opérationnelle, c'est la partie temps de détection. En fait, sur le temps de détection, on sait que, par exemple, les SIEM font des queries à intervalles réguliers, amènent beaucoup de bruit. Et donc, cette partie détection et préqualification par l'intelligence artificielle, ça permet vraiment d'accélérer votre KPI de SOC, qui est le temps moyen de détection. Donc, on a mis aussi un indicateur que nous, on constate sur le SOC
entre des clients qui ont du NDR versus des clients qui nous demandent, par exemple, de faire de l'analyse de log de pare-feu, parce qu'il faut effectivement de tout. Dans le SOC, ça dépend des souhaits des clients. Mais il y a un vrai gain de qualification et d'analyse, d'ajouter cette brique d'intelligence artificielle, de MetaLearner que présentera Cédric, dans la détection. Et évidemment, on parle de NDR. Alors, le mean time to respond est aussi important. C'est-à-dire que, encore une fois, dans l'approche XDR, l'idée, c'est de déléguer à l'analyste au maximum simplement la prise de décision. Donc, tout est déjà qualifié en amont pour lui. Il faut qu'il prenne une décision, oui ou non, je dois bloquer tel IP, tel élément de production isolé. Et ça peut se faire de plusieurs manières, soit de manière semi-automatique, donc procédure bouton rouge, soit de manière complètement automatique. Ça peut être notamment intéressant si vous avez une DSI qui va fonctionner en heures ouvrées et que vous voulez endiguer la menace sans forcément scratcher toute votre production, au moins, et faire une dichotomie sur des systèmes critiques versus non critiques. Par exemple, on peut dire qu'on peut bloquer des postes, mais on va éviter de bloquer un contrôleur de domaine. Toutes ces stratégies-là, elles peuvent s'ingénierer avec un SOC et ça permet vraiment de réduire les temps de réponse de manière drastique. Et le dernier point que j'ai mis, c'est, on va dire, un némésis que vous, RSSI, vous avez probablement dû voir, c'est le rôle et responsabilités entre les administrateurs réseau et la sécurité. Souvent, il y a une certaine frilosité à ce que la sécurité vienne modifier les règles de pare-feu directement, même si c'est sur incident de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des incidents de production associés. Et donc là, ça conserve bien le RACI puisque c'est le rôle du NDR de faire spécifiquement une action qui va être bien cadrée et donc validée en amont par le réseau. Donc voilà, on a mis un temps moyen de réponse de 45 minutes pour les incidents critiques, tout simplement parce que c'est ce qu'on réalise, nous, côté SOC formel. Super, merci Geoffrey. Donc voilà, on s'est plié sur le calcul des différents retours sur investissement que vous pouvez avoir. En synthèse, quand même, pour clôturer cette partie, quels sont les bénéfices, on va dire, fonctionnels de la technologie pour que vous voyez les différents apports. Alors, je vais passer la main sur une bonne partie à mon directeur de la stratégie liée à cyber qui va rentrer un petit peu dans le détail. Oui, donc merci Alexandra. Un des gros apports de Custosi, c'est vraiment la partie détection. On n'a pas, enfin, pour moi, un NDR, la partie la plus importante, ça reste le D quand même, même si la réponse est importante également. Mais s'il n'y a pas une bonne détection, la réponse, on ne l'activera pas parce que ça va nous bloquer des choses qu'on n'a pas envie de bloquer. Pour la détection, c'est passé donc sur une stratégie d'IA qui est collaborative. En fait, on a plein de sous-modèles qui marchent à des échelles de temps différentes. Notamment, on va regarder un peu les patterns qui se passent au sein d'un flux entre les paquets. On va regarder des statistiques assez globales sur un flux. On va essayer d'agréger les flux donc, qui viennent d'une même adresse IP ou qui vont vers une même adresse IP, regarder un peu ce qui se passe. Et on a aussi un modèle qui va apprendre le comportement normal d'une IP. Donc, sur quel protocole elle a l'habitude de parler, vers quel IP elle a l'habitude de parler. Et tous ces modèles, ils vont avoir des sorties. Donc, est-ce que ce flux semble normal vis-à-vis de tous ces modèles? Et ils vont arriver dans une IA centrale qui s'appelle le MetaLearner, qui lui va prendre la décision finale. Donc, le MetaLearner, globalement, ce qu'il va apprendre, c'est pour tel type de menace, je vais plutôt faire confiance à tel type de sous-modèle. Et ça permet de réduire drastiquement le bruit. Parce que, ça ressemble à un scan de réseau, sauf que mon modèle a appris que cette IP a l'habitude d'envoyer des paquets ICMP distribués vers plein d'autres IP. C'est un comportement normal qui arrive sur ce réseau depuis cette IP. Par contre, si ce n'était pas un comportement normal, on pourrait lever l'alerte. Donc, c'est ce dont Geoffrey parlait. Ça permet d'adapter la détection à ce qu'on a vu sur le réseau, aux comportements qui sont habituels sur le réseau. Il y a également en parallèle des sources d'IDS et de CTI qui permettent de détecter aussi, de venir booster cette détection par intelligence artificielle. Si ça vient d'une IP malveillante, on va être plus prudent que si ça va vers une IP lambda. Donc, toute cette détection, ça permet d'avoir une visibilité
Notamment, c'est tout ce qui est menace interne, ça va être détecté, notamment parce que en général, il y a une action, je vais dire malveillante, parfois voulue ou non, qui va être menée et qui va totalement dévier de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça permet aussi de détecter tout ce qui est les assets compromis qui font des actions anormales. L'utilisation d'applications donc non professionnelles, en général, on n'a pas l'habitude de voir sur le réseau. Je vais prendre un exemple, des gens jouer aux jeux vidéo et là on voit ces actions-là. C'est des choses qu'on peut détecter. Il y a des applications non professionnelles beaucoup plus graves. Là, j'en ai pris une qui est gentillette, hein, mais on ne va pas toutes les lister, faire toutes les choses trash qu'on peut voir sur un réseau. Il y a aussi une partie donc hygiène cyber qui est amenée notamment par les règles d'IDS, mais pas que. On a détecté des problèmes d'hygiène grâce à l'intelligence artificielle, mais ça peut aussi se détecter grâce aux règles d'IDS, notamment pour tout ce qui est tiens, il y a des mots de passe qui passent en clair, et il y aura d'autres exemples qui seront cités à la fin, mais c'est toute cette partie visibilité, en plus de venir détecter tous les assets qu'on voit parler, qu'on a l'habitude de voir parler. Donc, si jamais on a des réseaux un peu oubliés qui arrivent et qui émettent sur le réseau, c'est des choses qu'on va détecter également. Et je vais laisser Alexandra compléter sur les dernières parties. Merci, Seth. Et la dernière, la grosse brique, effectivement, le R du MDR, c'est la partie réponse. Donc, en général, si on travaille avec un client e4mine, toute la partie réponse va être gérée finalement de façon centralisée par toute l'intégration qu'on peut voir en bas. Justement, on va s'intégrer nativement avec les outils de la tour de contrôle, on va dire, du SOC. Du partenaire. Néanmoins, on va intégrer quand même une réponse autonome sur la base de nos détections. On va identifier donc des IP malveillantes et on va commander au pare-feu l'action de bloquer toutes les communications depuis ou vers ces IP-là. Donc ça, c'est intégré. Mais sinon, bien évidemment, on va s'intégrer complètement avec vos différents SOC et outils centralisés. La cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, avec la solution Custosy. Donc on va le voir un petit peu plus avant. On est en général en POC, bien évidemment, avant d'être acheté, en POC potentiellement en même temps que d'autres concurrents, et il s'avère qu'on détecte vraiment très bien. Mais en complément de ça, donc c'est la première raison pour laquelle les clients nous choisissent, c'est parce qu'on est efficace et on apporte effectivement toute cette valeur ajoutée. Mais en plus, vous aurez avec nous une solution souveraine. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu chauvin là-dessus, mais on a une technologie française qui est développée en France. On est même un produit du Sud-Ouest en majorité. Mais vraiment, c'est un des avantages de la solution. C'est pas la raison pour laquelle vous allez forcément nous choisir. Il faut que vous nous choisissiez parce qu'on vous a convaincu, parce qu'on est efficace. Mais par contre, vous aurez effectivement dans ce contexte un petit peu instable une solution locale. Et maintenant, on va pouvoir aborder le point et la question justement du participant. Donc, j'ai oublié le nom, Vincent. La partie intégration. Ok, je vais prendre la main pour un petit peu faire du retour d'expérience sur ces parties-là. Alors, de prime abord, il n'y a rien de fou sur une intégration de sonde par rapport à des intégrations d'autres équipements. On est toujours sur de la mise en ordre de marche, de la vérification de la fiche au bon fonctionnement, donc de la recette, et de la VSR, donc vérifier que tout marche bien. Mais en fait, nous, on insiste quand même chez Formine énormément sur le premier point, qui est la partie cadrage et design. C'est-à-dire qu'avant de prendre la clé à molette, on va d'abord prendre les stylos pour se dire quelle est votre vision d'ensemble de la sécurité, quelle est l'architecture qui va avec et l'intrusivité que vous voulez voir sur vos systèmes. Là, le NDR, on est capable de le faire pousser très très loin dans votre sécurisation générale de votre SI. Vous disposez d'un système centralisé avec un goulot effectivement de sécurité en hub, mais le NDR a une position parfaite dessus. Quid d'une décentralisation? Parce qu'il faut venir poser certaines sondes, etc. Ça va vous permettre de définir aussi une stratégie de détection. Alors là, il faut juste prendre un petit pas de recul en se disant, une stratégie de détection, c'est simplement, en fait, si vous mettez en place un outil, il vous faut des personnes pour venir surveiller cet outil-là, et vous avez, on va dire, un service de SOC qui doit continuer à vivre.
Là, on a parlé de la partie NDR. Quid d'autres outils? Comment complémenter la vision NDR avec d'autres éléments? Et vous avez une vision qui va venir évoluer avec le temps et qui va venir se durcir. En tout cas, cette partie-là, ça s'intègre très bien dans une démarche SMSI. Et nous, on la conseille dans nos intégrations en mettant le NDR, son écosystème et son service. Ensuite, on le build, on va voir ça ensemble avec Cédric tout à l'heure. Et petit point aussi intéressant, c'est la partie recette. Côté formel, on vous conseille dans la recette de faire des simulations de bout en bout. Si vous avez un SOC en bout de chaîne, faites une simulation d'attaque. Comme ça, vous allez voir le comportement de Custosi face à cette simulation d'attaque. Vous allez pouvoir voir aussi la valeur qu'apporte un NDR par rapport à simplement un pare-feu, peut-être sur des déviations de comportement, et donc la réaction du SOC qui est associé. Est-ce qu'il est entre le MSSP ou un interne? Est-ce que chacun a réussi à prendre la main sur l'outil et réussir à investiguer correctement sur le sujet? Et ça, c'est vraiment la meilleure valeur que vous pouvez fournir pour faire votre passage en run, parce que vous savez que là, vous pouvez faire votre VSR avec le bon niveau de qualité. Et on a rajouté une petite coupe simplement sur des notions de temporalité. Il faut voir que ces étapes d'intégration durent à peu près 2 mois, et ça, c'est en comptant, c'est important, la notion d'apprentissage de l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, il lui faut un certain temps pour venir s'entraîner dans votre récit. Peut-être tu veux faire un petit point, Cédric, sur cette partie? T'es en mute, Cédric. Oui. Pardon, oui. Donc pour parler de l'intégration et notamment répondre à la question qui a été posée dans le chat, est-ce qu'on peut choisir des réseaux qui sont... est-ce qu'on peut choisir ce qu'on envoie au NDR? Donc, les stratégies pour envoyer des choses au NDR, en général, ça va être du port mirroring. Parfois, vous avez des switches surchargés, donc on peut mettre en place une stratégie deep tap. Mais dans ce qui est envoyé au NDR, vous choisissez les éléments qui sont envoyés. S'il y a des réseaux qui sont où il n'y a pas besoin de sécurité, il n'y a pas besoin de les envoyer au NDR. Et s'il y a des choses qui sont importantes d'un point de vue confidentialité et que c'est des choses que vous voulez surtout pas analyser, des réseaux très critiques, ça, vous pouvez aussi les exclure de l'analyse. Cédric, du coup, Cédric, ton homonyme, pose la question, si plusieurs sites, est-ce qu'il faut obligatoirement plusieurs sondes? Ça va dépendre des stratégies. Potentiellement, même s'il y a plusieurs sites, il n'y a qu'un site que vous voulez protéger. Et ce qui se passe en interne sur un site distant, ça ne va pas vous intéresser. Donc, une seule sonde sur le site principal peut suffire. Sinon, il y a plusieurs sondes qui peuvent être mises en place en sachant qu'il y a des sondes sur des petits sites. On peut mettre en place des sondes virtuelles, par exemple. Et après, sur certaines topologies, si on est encore un peu en étoile, protéger le site central permet de protéger tous les sites. Il y a vraiment une analyse de l'architecture à faire en amont pour valider ça et faire les compromis éventuellement nécessaires. Oui, ça va dépendre vraiment de l'architecture, mais ça dépend de votre architecture et ce que vous voulez protéger. C'est pour ça que Geoffrey aime bien commencer par le stylo avant la clé à molette. C'est ça. Alors, Fabien pose la question, et dans le cas de multiples VLAN, alors c'est notamment une question, je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'on a eu pendant les inscriptions de personnes qui travaillent. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de Fabien d'ailleurs, je ne sais pas si Fabien, vous travaillez dans les hôpitaux, mais c'est notamment une question qu'on a eue. Comment ça fonctionne du coup quand on a des multiples VLAN? Alors, de manière générale, on est sur des switches très centraux et on arrive à... Ça va dépendre de votre topologie encore une fois et de ce qui est redirigé, mais on va regarder ce qui se passe d'un point de vue inter-VLAN sur chaque VLAN, mais aussi on regarde bien sûr les flux qui passent d'un VLAN à un autre VLAN. Ok, et Paco pose la question, Alexandra vient de répondre, si vous étiez SecNumClub, voilà, sur l'hébergement de la plateforme, mais voilà, pas encore aujourd'hui. Ok. Donc, une fois que c'est redirigé vers la sonde, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va extraire des métadonnées, et ces métadonnées sont envoyées de façon sécurisée vers un cloud hébergé en France. Sur ce cloud, on tourne nos IA, c'est là que
permet, enfin, c'est dans le cloud que tourne les IA qui permet de lever des détections. Et ensuite, il y a les alertes qui sont visibles directement via une plateforme d'hypervision liée au NDR, où les alertes peuvent être remontées, notamment via syslog sur des systèmes plus haut niveau, type XDR ou SOAR. Je ne sais pas si Geoffrey, tu peux ajouter un point là-dessus. Je pense que tu en as dit l'essentiel, simplement sur la partie SOC, Formine ou interne. On déporte bien la notion d'XDR et de SOAR là-bas. Alexandre en a parlé rapidement. Elles ne sont pas indispensables à l'utilisation d'un NDR. Néanmoins, dès que vous allez complexifier avec d'autres items comme de l'EDR ou que vous commencez à avoir du volume, ça peut commencer à devenir intéressant. Donc, ça permet vraiment de faire cette partie prise de décision dans le SOC interne ou dans le SOC for Mind. Et ce qu'il faut voir, c'est que la sonde a des indicateurs opérationnels sur les notions de réseau, de détection et des choses comme ça. Laissez à votre SOC les indicateurs de service. Typiquement, en combien de temps, je parlais tout à l'heure du mean time to detect, mean time to respond. Laissez à votre SOC cette partie-là. Et la partie technique, laissez-la à l'outil. Et en fait, en couplant les deux, vous avez vraiment une vision d'ensemble, mais juste à des niveaux différents. Donc, sur la partie réponse, ça se configure. Ça peut très bien se configurer en deuxième partie d'intégration, si vous n'êtes pas forcément serein sur les capacités de la sonde. Nous, on recommande en tout cas de faire une phase sans réponse et ensuite de l'opérationnaliser. Mais effectivement, une fois qu'on a un bon niveau d'alerte, que le bruit est bien réduit, ça se fait tout à fait avec le SOC ou en autonome. Merci Geoffrey. Alors juste pour être sûr de bien répondre à la question de Vincent tout à l'heure, la performance du NDR est-elle dépendante de la topologie du réseau ou de l'architecture ou incidence sur le coût? En fait, c'est vraiment sur le coût puisque ça va être selon le nombre de sondes qu'on va pouvoir positionner. Mais par contre, donc là on a un exemple monocyte, mais sur le schéma, si vous voyez au cœur, on a un cloud, un système de détection qui est centralisé pour tout. Donc il n'y a pas d'impact vraiment sur la détection. L'essentiel c'est ce coût sur les nombres de points de collecte dont on va avoir besoin pour être sûr de vraiment couvrir tout le périmètre que vous souhaitez couvrir. Donc j'espère Vincent que ça répond à la question. Je vous en prie. Si on zoome un petit peu plus sur la notion de planning, justement, dans la mise en place d'un NDR, on va avoir quelques points de vigilance qu'on a déjà abordés. Donc, cette grosse phase d'initialisation avec la prise du crayon et puis un premier coup de clé à molette, ça va être vraiment effectivement, si on parle vraiment simplement du NDR, d'identifier votre architecture, d'identifier le périmètre que vous voulez protéger pour avoir cette architecture cible et le nombre de sondes que l'on va devoir configurer. Un point de vigilance, la sonde, le NDR va être capable de protéger ce qu'il voit. Donc, effectivement, dans tout ce travail, tout ce qui va être définir les port mirroring où on va installer des tapes pour nous rediriger tout le trafic qu'on doit protéger, c'est un point de vigilance hyper important. Et le deuxième point, alors c'est pas un point de vigilance, c'est plus une phase pour comprendre ce que c'est que d'acquérir une technologie qui a de l'IA sous le capot. C'est un temps de calibrage. Donc une fois qu'on a installé les différentes sondes, que votre cloud dédié est déployé avec les IA et que les sondes transmettent bien toutes les différentes métadonnées, on va avoir un petit temps. Alors de façon large, on va parler d'un mois, un temps pour que nos IA puissent vraiment comprendre le biorhythme naturel de votre réseau, s'adapter et justement faire réduire ce bruit pour ne pouvoir faire sortir que ce qui est suspicieux et pas potentiellement normal, comme l'expliquait tout à l'heure Geoffrey, avec potentiellement des outils qui vont parler et faire des mouvements latéraux et pour écréter tout ça. Alors on a un système qui est néanmoins efficace dès le début, dès l'installation. C'est pas un mois sans rien. On a déjà tout le système sur signature, la CTI et puis les IA, mais les IA sont encore bruitées. On peut accélérer un peu la convergence, des IA avec une phase de whitelisting sur des points qui sont vraiment très spécifiques chez vous. Donc les déclarer en whitelisting ou les déclarer en faux positif, c'est ce qu'on appelle l'active learning dans le jargon de l'IA. Et donc ça va permettre vraiment à
aux bébés IA quand on les déploie la première fois de bien grossir, bien grandir. Et tout ça, ça se fait vraiment automatiquement. Même les détections, c'est automatique. Il n'y a pas de règles ou quoi que ce soit à configurer purement au niveau du NDR. Et pendant toute cette phase-là, en parallèle, il y a cette montée et cette intégration, cette montée en puissance côté SOC. Donc je passe la main si tu veux justement appuyer sur certains détails dans cette phase de transition. Ouais, très, très simplement, il y a Moi, vraiment je vais deux juste, types de. excuse-moi, Geoffrey, Ouais. juste pour vous, il faudrait qu'on ait, allez, dans 5 minutes qu'on puisse terminer, parce qu'on a des premières personnes, il est déjà 11 heures. Donc Oui, voilà. désolée. Non, pas de souci, pas de Merci, souci. On a encore un bon 5 minutes. Ok, je le fais vite alors. Et je voulais juste attirer l'attention sur le bruit, traitement du bruit, réduction. Il y a vraiment deux types de bruit. Il y a un bruit intrinsèque, je ne sais pas, on prend un WSUS qui synchronise des mises à jour automatiquement, ça fait du bruit intrinsèque. Et ça, votre SOC peut le traiter en autonomie, même s'il est externe. Et il faut le modifier par rapport enfin, il faut le dichotomiser avec le bruit extrinsèque. C'est par exemple connexion d'un administrateur la nuit. Et là, quoi qu'il arrive, le SOC ou le MSSP a besoin du client. Donc, vigilance sur cette partie réduction du bruit, sur la partie sonde, de deux natures bien différentes. Et donc, en très rapide, sur cette partie-là, je pense que si on peut résumer les gros avantages d'utiliser un MSSP versus utiliser vos analystes internes, c'est le prix, au lieu d'avoir des analystes internes, j'en ai parlé tout à l'heure, difficile à voir. La notion des compétences en SOC et NDR en interne, c'est toujours compliqué à avoir. Et puis, il y a la notion d'agrément de service. Vous pouvez aussi, à des prix équivalents au fait d'avoir du SOC en interne, le fait de pouvoir avoir des SOC en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou bien des SOC qui sont, et puis des SOC qui sont bindés à certains SLA. Là, on a mis le SLA du SOC de Formine, qui consiste à dire que la détection, la qualification et la réponse, donc la procédure bouton rouge de blocage d'un flux, par exemple sur Cust2C, ainsi que la notification, se réalise sous 45 minutes. Et donc, vous avez vu que sur la partie réduction du bruit, le fait de travailler avec vous, c'est la dernière flèche, qui est la partie amélioration continue. Donc, on vient venir voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour améliorer de jour en jour la détection. Il faut voir ce flux de sollicitations comme une sorte d'exponentielle décroissante. Au début, en build, la réduction du bruit peut être consommatrice pour vos équipes, pour les administrateurs réseau. Mais ensuite, le SOC vient juste venir sur des choses qui semblent vraiment très suspectes. Et c'est là où, en fait, vous avez le maximum de valeur. En tout cas, c'est là où il faut placer la valeur de votre SOC. Donc, pour récapituler, changez votre MSSP sur ce SLA-là et sur cette capacité-là à vous accompagner sur les connaissances de votre NDR. Je vous laisse terminer. Je vous laisse enchaîner du coup. Oui. On voulait finir avec un cas client qui est celui d'un conseil départemental avec un site central 1907. On avait une sonde donc pour vous montrer justement comment pourquoi le choix de la sonde NDR. Donc ils cherchaient justement cette surveillance continue. Ils avaient identifié qu'en termes d'exfiltration de données, mouvements latéraux, le NDR était bien l'outil à avoir, et surtout ils voulaient aussi avoir une mise en lumière de tout ce qui était inconnu, parce qu'ils suspectaient qu'ils ne maîtrisaient pas complètement leur réseau. Donc très rapidement les différents apports, ce que le NDR a pu voir. Oui, donc je fais passer assez vite. Donc en termes d'hygiène informatique, on a pu voir tes mots de passe qui passaient en clair. Alors en interne, c'est pas grave, mais il y avait vers tes services externes. Donc là, c'est un peu plus embêtant. Tes firewalls mal configurés, notamment, il y avait des flux entrants qui arrivaient vers des machines connectées, notamment des caméras connectées. Donc pareil, des choses qui ont dû être investiguées. La découverte de serveurs décommissionnés, mais avec des clients qui tournaient encore, une brèche ouverte pour un attaquant qui aurait eu connaissance de ça. Il aurait pu se faire passer pour le serveur et c'était parti gagné. Et en détection d'anomalies, donc il y a eu des machines inconnues qui ont été vues, ou des machines des machines de prod qui envoyaient du flux vers d'autres machines, alors que c'était un réseau qui était normalement cloisonné.
Et en chose assez critique qu'on a vue, qui a été relevée très très vite dans l'interface Custo6, c'est le téléchargement d'un même fichier après une session RDP sur plusieurs machines. Donc c'est typiquement, ça pourrait typiquement être le cas d'un déploiement de ransomware. C'est juste, au final, c'était juste l'installation d'une mise à jour qui a été faite de façon un peu suspecte. Mais c'est des choses qui sont légitimes à lever parce qu'un comportement de ce genre, enfin, si on le lève pas, enfin, c'est critique. Donc on est dans le cas, ok, au final c'est quelque chose de type plutôt faux positif, mais moi je suis plutôt rassuré de le faire ce type de faux positif. Et c'est aussi important de passer par des gens qui maîtrisent la solution, donc notamment par exemple ForMind. Ce type d'incident, très rapidement, eux, ils peuvent comprendre ce que c'est et savoir que, ok, c'est levé, ça apparaît en rouge sur l'interface parce que c'est quelque chose de grave, et rapidement, ils peuvent le classifier de façon autonome. Et Cédric, pour terminer, les apports quelque part de ForMind avec Custo6, c'est vous avez affaire à une équipe experte de gens qui ont l'habitude, sont rompus en fait à cet exercice-là. Donc on va gagner du temps. Et puis en même temps, c'est aussi tout l'attrait d'être avec un cabinet comme le nôtre, c'est qu'on va vous accompagner aussi sur tout le reste. Voilà, parce qu'il n'y a pas que la notion de détection de réponse, il y a toutes les compétences derrière d'amélioration, de plan d'action à dérouler sur d'autres sujets de renforcement, de durcissement, d'environnement, bref, sur toutes les couches qu'on peut apporter en termes d'apport en termes de sécurité. Alors, il y a une question, je vous laisse continuer, une question du coup, JM, on la traitera en toute fin. La question qui est comment gérez-vous la présence de plus en plus fréquente de VPN, mais je vous laisse finaliser les dernières slides. Et on y arrive, voilà. Et voilà. Donc je vous laisse du coup répondre comment vous gérez la présence de plus en plus fréquente de VPN. Alors, en général, les VPN, ça va être des accès distants. Donc, on va regarder le trafic entrant, sortant et regarder s'il y a des anomalies dans ce genre de trafic. Le fait que ça soit chiffré, ça ne nous embête pas parce qu'on a toujours accès aux métadonnées. Donc, on va savoir globalement qui parle à qui, à quelle fréquence, à quel moment de la journée, avec quelle quantité de données. Et en général, dans les flux internes, il n'y a pas de VPN qui sont forcément utilisés. Donc, tout ce qui est partie interne, c'est des choses qu'on va continuer de détecter. C'est le positionnement de la sonde, concrètement. La bonne idée, comme dit Cédric, c'est positionner la sonde au plus près de la data. Ça veut dire que finalement, la partie chiffrée IPsec va arriver jusqu'au pare-feu périmétrique et en fait, après, il va se redevenir clair et donc, on aura directement de la visibilité par la sonde. Top. Oui, et même faire sur du flux chiffré type SSL, par exemple, c'est pas quelque chose qui nous dérange. On va savoir, même si c'est chiffré, on va savoir vers quel serveur ça part. Les IP, elles restent en clair, même si c'est chiffré. Et on va avoir toute la métadonnée qui nous permet de détecter des anomalies. Genre une exfiltration de données, on va pas chercher, tiens, est-ce qu'on voit de la réelle donnée partir? On va chercher des patterns particuliers qui ressemblent réellement à de l'exfiltration de données. Top. JM nous pose une autre question. Comment détecter une exfiltration de données cachée dans du HTTP? Alors, je pense que c'est HTTPS du coup. Je viens globalement d'y répondre, oui. Donc, une exfiltration de données sur HTTPS, c'est ce qui se fait de plus en plus, que ce soit exfiltration de données ou qu'un autre command and control. De façon générale, ce qui va se passer, soit c'est quelqu'un de très bourrin et il va se dire j'y vais comme un bourrin et ça va se détecter instantanément parce que il y a un flux sortant totalement anormal depuis une machine. Soit il le fait de façon discrète, donc là on est plutôt dans le cas des APT, mais de façon discrète. Donc ce qu'il va faire, c'est envoyer des petites quantités de données par petites quantités de données. Alors ça va être plus long à détecter parce que sur les 2-3 premiers échanges, ça va paraître normal. Mais sur une grosse quantité, nos IA permettent de corréler des choses qui se sont passées sur des échelles de temps larges, notamment grâce à la stratégie de MetaLearner. On va détecter une anomalie dans ce qui est envoyé, et notamment avec des patterns qui peuvent se répéter. Cédric pose une question. Question tarification. Comment ça se passe? Sonde plus A7. Est-ce que vous avez une idée du prix à la louche? Dans la cyber, la louche est souvent lourde. Attention. Oui.
Non, plus sérieusement, du coup, est-ce que vous avez comment ça se passe je sais pas si vous pouvez commencer à communiquer sur le Alors, Cédric, mais je sais, voilà, il sait que la louche est lourde. Non, voilà, plus sérieusement, peut-être parler rapidement et puis simplement, je me permets de mettre aussi j'ai pas la main, je voulais passer le slide, voilà. Également, peut-être de mettre les contacts également si vous voulez reprendre contact. Mais voilà, si en quelques mots vous pouvez aborder l'aspect tarifaire. Oui. Alors effectivement, on a une tarification pour la sonde qui est aujourd'hui hardware ou software. Alors sonde hardware, il y en a un coût. Sonde virtuelle est intégrée dans l'abonnement. Et on a un abonnement annuel pour la détection ou un abonnement annuel pour la réponse qui est en option par asset, effectivement. Et par asset, on va entendre les PC, les serveurs. Et puis dans certains cas, s'il y a vraiment énormément d'IoT, il faut qu'on ait une information globale. Donc à peu près, voilà. Alors, à la louche, c'est à peu près il y a à peu près tous les tarifs, mais jusqu'à 500 assets, on va être en prix public à 22 500 €, l'abonnement pour vraiment la partie détection pure. Cédric, j'espère que ça a répondu à votre question. Merci, voilà. Donc, je vois un QR code, donc n'hésitez pas donc à le scanner pour du coup générer, en tout cas réserver une démonstration. Est-ce que vous avez un dernier mot? Alors, je vois que c'est en train de taper, il me semble, dans le chat. Je vois plusieurs prénoms. Déjà, vous remercier toutes et tous d'avoir pu être présents, les intervenants, mais également du coup l'ensemble des personnes qui ont pu également regarder ce webinaire. Alors nous, en parallèle, on a reçu des mails et des messages sur LinkedIn de personnes qui du coup étaient en réunion, n'ont pas pu être là, mais par contre vont regarder en replay. Est-ce qu'on a un dernier mot du coup, que ce soit côté Cust2C ou côté Formine? Je vois que tout le monde nous dit merci et merci encore à vous d'être venus. Est-ce que du coup vous avez un dernier mot? Déjà vous êtes sur le FIC, je pense tous. Enfin on est tous de toute façon toute la terre cybersécurité sur le FIC. Voilà. Faudrait pas qu'il y ait un truc au FIC parce que je pense qu'il y a plus d'industrie. Il y a plus personne. Du coup, Cust2C, c'est quoi le numéro de stand? Eh bien, Barbara, est-ce que tu as notre numéro de stand? J'appelle un ami. Je le mets en... Ouais, ok. Ah, super, merci. Super. Et C73 et côté Formind, c'est le... Pareil, on vous le mettra dans le chat. Ouais, Laetitia, je sais pas si tu es là, mais je crois que oui. Si tu as le numéro de stand, voilà, si tu peux le mettre dedans, ça serait top. Voilà, avez-vous un dernier mot ou est-ce qu'on s'arrête là? On a un petit peu dépassé de 12 minutes. Mais, oui. Non, mais merci à tous pour la participation. Pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous au FIC. Merci à Formine de ce WebEx à 4 voix. C'était un vrai plaisir. Partagé. Et puis, à dispo pour la suite. Merci également Cust2C et merci à tous de nous avoir écoutés. Supportés jusqu'à 11h15. J'ai pas osé. Et donc Formine G13 pour votre stand. Merci à tous et puis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.